Chers amis, amoureux de la poésie, nous voici donc au 4e volet de ma série de chroniques que j'ai intitulée Comment lire Hafez de Shiraz. Dans la première chronique, je vous avais lu la traduction que j'ai faite du premier poème du recueil de Hafez, le Divan. Puis j'étais passé à l'analyse du premier distique de ce poème. Nous en sommes maintenant au second beit ou distique, autrement dit au deuxième couple de vers que je vais vous relire. D'abord en persan. Zebouye naofei kohar sabo zantur rebok shoyat zetabe jade moshkinash chechund oftad dar delha. Et ma traduction de ce distique, à savoir: ô combien de sang fit jaillir de nos cœurs prisonniers de ces tresses, en ces boucles assombries, une poche de musc ouverte par le zéphyr. Alors l'analyse de ce deuxième vers, qui a été interprété de différentes manières par différents spécialistes, relève d'une sacrée performance. Et je vais devoir prendre mon élan pour vous expliquer la complexité de ces images que sont la poche de musc et la boucle de cheveux de l'aimé, en l'occurrence, et le pourquoi du comment de leur mise en parallèle. Déjà, l'image qui nous frappe en premier est celle du sang. Ce sang qui jaillit de nos cœurs. Et pourquoi est-ce que nos cœurs saignent selon Hafez? À cause de la senteur libérée d'une poche de musc que le zéphyr vient d'ouvrir. Ce zéphyr, qui est un vent d'ouest, doux et agréable, et qui a forcément partie liée avec l'amour. Mais ça, je suppose que vous vous en doutez un peu. Pour aller plus loin dans notre décryptage, il convient de préciser que Zéphyr est également le nom d'un dieu qui apparaît sous les traits d'un jeune homme aux ailes de papillon. Vous en voyez ici une représentation par Jean-Baptiste François de Troyes, qui fut entre le XVIIe et le XVIIIe siècle peintre et dessinateur de tapisseries. Zéphyr, c'est le petit coquin qui vient conter fleurette à Flore. C'est lui le dieu du fameux vent du sud-ouest. Et pour dire les choses simplement, sa fonction, c'est de nous allumer. Est-ce qu'on peut être plus clair? Un coup de vent, donc, provoque ce trouble que nous raconte Hafez suite à la rupture d'une poche de musc. Mais qu'est-ce que ce musc dont la senteur nous fait ainsi souffrir? Eh bien, sachez que dans la poésie persane, le musc, c'est tout un programme. La plupart d'entre vous savent sans doute que c'est le nom d'un parfum, le plus célèbre du Moyen-Orient, le musc étant au plateau iranien et à l'Asie centrale ce que fut l'encens à la péninsule arabique, une source de senteur de légende. Mais si l'encens du Yémen provient d'une résine naturelle, le musc asiatique, lui, est d'origine animale. Et de quel animal s'agit-il? La poche qui contient le musc provient d'un bouquetin originaire du Khotan, une région sur la route de la soie qui fut naguère ancien royaume du peuple indo-européen des Sakas, et qu'il convient de situer aujourd'hui dans la région autonome ouïghour, en Chine, elle-même intégrée à la province du Xinjiang. Ce bouquetin de légende porte une poche sous son ventre où s'accumule une sécrétion visqueuse qui donnera le célèbre musc. Ce sont des bouquetins mâles qui produisent cette substance. Au printemps, l'animal se frotte contre des pierres à cause de la démangeaison provoquée par la poche située entre son nombril et ses testicules. Excusez-moi d'entrer ainsi dans les détails, mais il faut savoir que rien chez Hafez n'est laissé au hasard, et croyez bien que j'irai jusqu'au bout du bout pour mettre en lumière tout son génie poétique. La substance visqueuse, donc de couleur brune, chocolatée, se dessèche progressivement, puis la poche se détache du ventre de Moscus moschi ferus. C'est le nom scientifique de la bestiole.
Et si jamais quelqu'un repère ce joyau de la parfumerie, il a tiré le gros lot, il a fait jackpot, car, comme dirait Macron, ça coûte un pognon de dingue. Mais c'est pas tout. Le musc a une particularité peu connue que vous ne trouverez pas dans Wikipédia, par exemple. Il a une particularité que peu de gens connaissent et qui donnera toute sa logique au distique que je suis en train de vous commenter. Mais je vois qu'en timing, j'atteins déjà les limites de ma chronique et que je vais devoir abréger ce 4e volet. En attendant de vous en dire plus dans une 5e chronique. Je vous l'ai dit, suivre la voie de Hafez, c'est aussi et surtout affaire de patience. Alors, amis de la poésie, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de notre aventure hafézienne. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis également à bientôt pour d'autres récits et commentaires sur la culture et la société française, l'histoire et la culture persane, et pour des regards croisés entre mes deux pays, la France et l'Iran.